Et puis alors j'ai la chance de recevoir ce matin le professeur de criminologie et conseiller des services de police et de renseignement, Alain Bauer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter votre dernier ouvrage qui s'intéresse aux lois les plus cons de l'histoire. On va en découvrir quelques-unes gratinées dans un instant. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Alors c'est l'anniversaire aujourd'hui du chant des partisans qui a été écrit un 30 mai. Mais si je fais retentir ce chant ce matin, c'est parce qu'il est sur les Champs-Élysées à chacun de vos anniversaires, parce que vous êtes né, Alain Bauer, un 8 mai, le jour où l'on fête la victoire sur l'Allemagne nazie. Et vous qui êtes issu d'une famille juive qui a fui les pogroms de l'Europe de l'Est, cette date de naissance, elle est forcément symbolique. Oui, alors, quand j'étais petit, je pensais que les drapeaux étaient pour moi. Voilà. J'ai mis un certain temps à m'en remettre. Mais il se trouve que j'ai un ami qui est né le 14 juillet, un autre le 11 novembre. Il y a un truc. Donc je crois qu'on a une sorte de relation mystérieuse sur le sujet. Je me suis dit, ça me fait toujours un petit frisson d'entendre le chant des partisans. D'autant qu'une partie de ce que j'écris porte justement sur la capacité des populations, des citoyens, des peuples, des nations à la résistance. Ouais. Et donc j'ai toujours considéré qu'il fallait rester dans ce cadre. Là, c'est au-delà de la symbolique de la date, c'est aussi une affirmation de valeur, on va dire. Et puis la vie publique, la vie politique vous a toujours intéressé, Alain Bauer. Vous avez rejoint le PS dès vos 15 ans. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement politique aussi jeune comme ça à l'adolescence? C'était l'engagement tout court, hein. C'était pas seulement le PS, c'était l'engagement dans les mouvements de jeunesse, dans les mouvements citoyens, le syndicalisme lycéen puis étudiant, et le PS à l'époque c'était la liberté, le progrès et Michel Rocard. Michel Rocard, c'est ça, c'est lui aussi qui vous a motivé. Pas immédiatement, parce que comme toujours on fait sa petite expérience des réalités entre ce qu'on voit de l'externe et ce qu'on vit de l'interne, la salade, la popole, comme ils disent aujourd'hui. On ne disait pas ça à l'époque. Hein. Mais montrait quelques limites entre la beauté de l'engagement et les dures réalités de la tambouille. Ah oui. Il y a une désillusion entre l'engagement. Non, parce qu'avec Rocard, j'en ai pas eu. C'est assez satisfaisant. Non, je m'affirme toujours comme rocardien historique, maintenu dans une réserve naturelle et protégée maintenant, puisque nous ne sommes plus très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui se proclament rocardiens, mais je suis pas sûr que Michel Rocard y retrouve ses petits. J'ai eu la chance de l'accompagner jusqu'à son décès, de le voir assez régulièrement avec certains de mes petits camarades de l'époque, Stéphane Fuchs, Manuel Valls, etc. Ouais. Donc et d'ailleurs, à propos de Manuel Valls, c'est vrai ce qu'il dit qu'à la fac, vous aviez un look qui tranchait avec les autres étudiants? Ah bah j'avais un look vieux, mais du coup je fais jeune maintenant. J'avais anticipé le J'avais anticipé le glissement vieillesse technicité, et donc je suis arrivé en costard cravate dans un espace qui était Tolbiac, qui était plutôt pantalon velours côtelé. Non, jean, jean et début des trous. Et puis, mais voilà. Et en fait, moi, je trouve que j'ai pas beaucoup changé. Vous étiez déjà chauve, paraît-il. Ah oui. Oui, ça, alors c'est deux familles, malheureusement, c'est génétique. J'ai essayé de porter plainte contre mes parents, mais bon, on a considéré que c'était pas recevable. Vous étiez déjà moustachu ou pas? Je le suis devenu en compensation, je pense. Ah, d'accord. Les poils du dessus sont descendus un peu plus bas. Oui, c'était le point capillaire. Oui, exactement. Allez, chanson suivante, écoutez ça. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache les humanoïdes, c'est nous. Est-ce que vous aviez déjà entendu Alain Bauer la chanson de l'ordre sacré des tailleurs de pierre des Simpsons qu'on vient d'entendre? Parce que j'ai les 24 saisons des Simpsons, donc je les regarde, alors plutôt aux États-Unis d'ailleurs, parce que je trouve que la VO est nettement meilleure que la VF, et on a quelques bonus là-bas, des saisons qu'on n'a pas, des éditions spéciales, des films, voilà. Et parce donc, que tout n'est pas traduisible et tout n'est pas exportable.
Alors là, c'était assez clair quand même. Et puis ils sont du même endroit que là où je vis, aux États-Unis, le Colorado. Ah oui. Donc de temps en temps. Vous vivez au Colorado. Oui, il y avait South Park et puis une partie des voilà. Bon, c'était. Vous avez entendu donc cette parodie des francs-maçons par les Simpsons. Vous êtes entré vous chez les francs-maçons à 18 ans. Oui, c'est l'âge légal. C'est ça. Et 20 ans plus tard, vous êtes devenu le plus jeune grand maître de l'histoire du Grand Orient de France. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte la franc-maçonnerie? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des francs-maçons. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Alors, quand je suis entré au Grand Orient, ça m'a apporté l'inverse de ce que je vivais au PS. C'est-à-dire qu'au PS, quoi que tu dises, l'important n'est pas ce que tu dis, mais d'où tu le dis. Et donc, en fonction de ton positionnement politique, c'est bien ou c'est mal. Et puis, en fonction des changements d'alliance, ce qui était bien devient mal et ce qui était mal devient bien. Donc, c'était compliqué, même pour les rocardiens. Alors qu'au Grand Orient, la seule chose que tu apprends, et alors vous imaginez pour moi le drame que ça a été, d'abord, c'est de fermer ta gueule. Donc, 1 an de silence. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas parler. Ça, c'est quand même, Après, tu as 1 an où il faut travailler sur des trucs qu'on te demande, sur lesquels on te demande de travailler et pas sur ce que tu as envie de faire. Comme quoi, par exemple? La symbolique, les problématiques plutôt philosophiques, des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vie politique. D'accord. Ou la popole. Ouais. Et puis, en 3e année, on t'explique qu'enfin, tu vas avoir droit de l'ouvrir. Et c'est le moment où tu viens de comprendre que ce qui serait mieux, c'est que tu ne le fasses pas. Parce que tu as entendu tout ce qui a été dit, qu'on n'aurait pas dû dire, et qui est rattrapé ensuite. Ouais. Et donc, ce processus où tu n'interromps personne, tu ne peux pas faire de bruit. Bref, ce qui est l'inverse d'une mauvaise émission de télé. Une mauvaise émission de télé, c'est une émission où vous avez 8 invités, un animateur, un concours de décibels, personne finit sa phrase et l'animateur est le héros de la journée où tu n'as rien appris. Mais voilà, c'est un débat politicien des européennes. Je vois, exactement. Ce que je veux dire. Voilà. Alors que le dialogue amène un enjeu qui est dans la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Poser une question, on donne une réponse, vous pouvez rebondir parce que vous n'êtes pas satisfait de la réponse, mais il n'y a pas cette espèce d'esbrouf du jeu où il faut crier plus que les autres, interrompre plus que les autres et surtout ne rien dire à la fin. Donc voilà, ça c'est l'avantage du travail en loge. Eh ben, on va essayer de dire 2-3 choses ce matin et notamment de ce livre, Les lois, décrets, arrêtés les plus cons de l'histoire. C'est votre livre, Alain Bauer, et on en parle dans 2 minutes sur Europe 1 tout de suite.